Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Zoé Ababou et les plantes d'Amazonie, épisode 2. Zoé a découvert l'ayahuasca avec un chaman Shipibo, dans la ville de Pisac, au Pérou. Elle est ensuite repartie en France, mais sa relation avec la jungle ne s'arrête pas là. Elle va repartir, et elle va aller plus loin que la simple prise d'ayahuasca. Elle va faire ce qu'on appelle des diètes, c'est-à-dire qu'elle va consommer tous les jours, pendant une longue période, certaines plantes qu'on appelle des plantes maîtresses. C'est une pratique qui permet, dans l'univers culturel du chamanisme amazonien, de développer une relation avec ces plantes pour en recevoir certains bienfaits. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. J'ai quand même laissé passer 10 ans avant de reprendre de l'ayahuasca, mais pendant 10 ans, par contre, j'ai lu absolument tout ce que je pouvais sur le sujet. J'ai fait des recherches absolument phénoménales. J'ai vraiment trouvé d'obscurs ouvrages de chamanisme, tout ce que tu veux. J'ai lu absolument tout ce que j'ai pu sur le sujet. 10 ans plus tard, j'ai tout simplement recontacté en fait le premier chaman, le Shipibo, avec qui j'en avais pris. Je l'ai retrouvé sur Internet tout bonnement. Et c'est là que je me suis engagée pour de vrai en faisant 3 mois de diète d'ayahuasca avec lui en fait. Il y a différentes sortes de diètes qui existent, mais la diète d'ayahuasca pour les personnes qui souhaitent pas devenir chaman, c'est prendre l'ayahuasca en fait plusieurs fois par semaine. Là en l'occurrence c'était une nuit sur deux, donc ça faisait du 3 fois par semaine à peu près. Il y en a qui le font 2 fois par semaine, avec une diète alimentaire extrêmement stricte, pas de sucre, pas de sel, pas d'huile, des interdits comportementaux aussi, donc c'est-à-dire pas de sexe, très peu de rapports sociaux d'une manière générale. L'idée, si tu veux, c'est que tu sois vraiment tourné vers toi-même en fait, dans le silence, en contact très serré avec la plante que tu diètes, donc là en l'occurrence l'ayahuasca, pour en faire plus ou moins une alliée en fait, si tu veux, que tu deviennes ami avec elle et qu'elle t'enseigne des choses. Donc évidemment, il y a une question de retrait hors du monde, de solitude, de pureté aussi. Alors, l'interdiction sexuelle, par exemple, il s'agit de pas marier ton énergie avec celle d'une autre personne, en fait. Et du coup, l'énergie de l'ayahuasca, puisque quand tu diètes la plante, en fait, tu reçois son énergie, c'est aussi du coup de pas mélanger l'énergie de l'ayahuasca avec celle d'une autre personne. Et ça peut être extrêmement dangereux, en fait, à vrai dire. Voilà. Après, c'est pareil, les interdits alimentaires, c'est une question de pureté aussi, si tu veux, c'est une question de dévotion aussi. Les esprits, que ce soit l'esprit de l'ayahuasca ou d'autres sortes d'esprits qui existent dans le chamanisme, ils aiment bien que tu souffres un petit peu, si tu veux. Ils aiment bien que tu montres ta dévotion, ton sacrifice, tu vois, ton implication réelle dans la diète que tu es en train de faire. Voilà, montrer ton sérieux, en fait, si tu veux, dans ces cas-là, ils commencent à s'approcher de toi, ils commencent à t'enseigner des choses. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça. Au début, j'étais partie pour une diète d'un mois, et finalement, ça a dérivé sur 3 mois. Et donc c'est là vraiment que j'ai commencé. Donc j'ai fait effectivement ces 3 mois avec lui. Après, il se trouve que ce mec-là, malheureusement, voilà, je considérais que ça allait être mon maestro pour toujours, quoi. Il était jeune, je pensais vraiment apprendre auprès de lui, que ce soit mon maestro, je veux dire vraiment mon maître. Mais il est mort, en fait. Il est mort du Covid, ce mec-là. Et donc, pour mon dernier voyage, là, qui remonte à... je viens de rentrer, en fait, et je suis partie pendant 11 mois. Et donc, il se trouve que j'ai trouvé un autre centre avec des chamans sérieux, qui se trouve aussi, qui se trouve à Iquitos. Et là, là, je suis restée encore pendant 3 mois et je suis encore passée à un autre stade de ma relation avec l'ayahuasca. Alors, le truc avec l'ayahuasca, c'est que des cérémonies, de toute façon, quand tu commences à devenir ayahuasquero, des cérémonies, t'en fais plein. T'en fais plein. Elles sont toutes intéressantes d'une manière ou d'une autre. Elles sont toujours bénéfiques. En tout cas, en ce qui me concerne, elles sont toujours bénéfiques, même s'il y en a qui sont vraiment hardcore. Il y en a qui sont centrés sur le physique, sur les émotions. Il y en a qui sont vraiment d'un niveau transcendant. Mais il y en a quelques-unes à chaque fois qui se démarquent des cérémonies quand même. Moi, par exemple, je dois cumuler à peu près 80 cérémonies d'ayahuasca, mais je dirais qu'il y en a, je sais pas, peut-être 5, tu vois, qui se démarquent vraiment du reste. Donc, quand je suis arrivée dans ce centre-là, la première cérémonie, honnêtement, elle était vraiment pas ouf. Par contre, c'est la troisième que j'ai fait. J'ai eu l'impression que tous les éléments s'imbriquaient d'une manière absolument folle. J'ai enfin compris, parce qu'il faut savoir que, voilà, tu bois,
tu poses ton intention, enfin tu poses ton intention, tu bois et ensuite, tu effaces plus ou moins à un univers de fractal, en fait, c'est-à-dire des images en couleurs, souvent kaléidoscopiques, qui tournent, tout ça. Mais en fait, ce serait plus ou moins comme un mur, en fait, si tu veux et il y a un moment où, en fait, tu passes à travers et là, tu atteins le vrai stade des visions qui ressemble, en fait, plus à, je dirais, des rêves lucides, en fait, où tu peux te déplacer, tu vois des images qui bon, bien sûr, ça peut être des humains, des esprits, des extraterrestres, le monde des plantes, bon, beaucoup de choses honnêtement. Mais voilà, en fait, ça, c'est l'expérience classique. Moi, il se trouve qu'en fait, c'est pas du tout l'expérience que j'ai de l'ayahuasca. J'ai et là, il se trouve qu'en fait, pendant cette cérémonie-là, qui a été si significative, j'ai enfin compris, en fait, le sens des visions que j'avais depuis le tout début, en fait. Depuis ma toute première session, c'est la même chose que je vois, en fait. Et là, j'ai enfin compris ce que ça signifiait et j'ai découvert qu'en fait, je voyais l'énergie. Il s'agit pas vraiment d'aura, ça ressemble pas à des auras comme on se les représente, on va dire, mais il s'agit en fait de l'énergie des chants du chaman, heu, parce qu'évidemment je suis pas loin du chaman, on va dire, j'ai les yeux fermés. Mais je vois en fait, je vois les énergies des plantes qui l'appellent, je vois l'énergie de ses chants, je vois l'énergie des personnes autour de moi. Bon après c'est impossible à décrire. C'est impossible à décrire, c'est des formes lumineuses qui sont en mouvement permanent, mais j'arrive à identifier en fait ce que sont ces énergies. Donc là, ça a été quelque chose d'absolument énorme pour moi en fait de comprendre le sens de ce que je voyais depuis déjà, 50 cérémonies en fait, alors que je savais pas jusqu'à présent ce que c'était, je savais pas. J'ai découvert aussi en fait, une chose très importante, que je me sentais un petit peu con parce que jusqu'à présent, tout le monde me parlait de son animal de pouvoir, ses machins, c'est quelque chose que j'avais jamais rencontré et il se trouve que là, je l'ai rencontré en fait. Heu, Ça a été quelque chose d'absolument phénoménal, de rencontrer son animal de pouvoir. Il se trouve que moi, c'est un cobra. La façon dont il s'est présenté à moi, la façon dont j'ai ressenti son énergie, compris sa psychologie, enfin, c'est quelque chose que waouh! L'animal de pouvoir, c'est censé être ton esprit protecteur, si tu veux. En fait, c'est, une énergie aussi, du coup. C'est une énergie qui va te prêter pendant un moment, une énergie dont tu manques, dont tu as besoin, quelque chose de quelque chose qui t'est nécessaire. Les animaux de pouvoir, ils peuvent rester avec toi, pendant un moment, après s'en aller. Tu peux en avoir plusieurs, mais en général, il y en a un qui domine, on va dire et il arrive dans ta vie parce que tu as besoin de l'énergie particulière qu'il porte en lui pour évoluer, on va dire, tout simplement. Et bon voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails du cobra, mais moi, il se trouve que ça correspondait tout à fait à ce que j'étais en train de faire. Cette cérémonie a été complètement folle parce que du coup, voilà, j'ai découvert ce que j'ai compris ce que je voyais, j'ai découvert mon animal de pouvoir. J'ai aussi, en fait, vu que mes mains, depuis toujours, en fait, elles s'agitent durant la cérémonie. Elles font des mouvements étranges, comme si elles cherchaient à saisir l'énergie que je vois, du coup, qu'elles cherchaient à saisir, elles font des choses, en fait, elles se meuvent autour de mon corps, dans l'espace, enfin bon, voilà et j'ai compris, en fait, que j'avais une main qui recelait de l'énergie noire et c'est la main en fait c'est ma main droite en fait. C'est celle qui agit en fait dans le monde, c'est celle qui me cherche, qui voilà, qui a un pouvoir sur le monde, qui fait des choses et ma main gauche en fait, elle est extrêmement sensible et elle recèle de l'énergie blanc doré en fait. Celle-là, elle est faite pour recevoir en fait et j'ai découvert que la façon dont je les appliquais sur mon corps sans savoir ce que je faisais, en fait, j'étais en train plus ou moins de canaliser les énergies que je recevais. Tu vois ce que je veux dire? De m'en servir en fait, de les utiliser sur moi-même. Après tout ça, ça peut paraître très abstrait ou au contraire très physique, mais il se trouve qu'en fait en ayahuasca, c'est complètement lié. Le spirituel ou le transcendant, si tu veux, c'est complètement lié en fait. Donc c'est pour ça, si tu veux, par exemple, que quand tu as une mauvaise émotion à l'intérieur de toi, tu vas la vomir. Tout est lié en fait, si tu veux. C'est le corporel et le spirituel sont complètement liés. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand tu traverses quelque chose de mauvais, ton corps, il va vomir en fait. Et il vomit pas du simple vomi dans ces cas-là, en fait. Il vomit, si tu veux, il vomit tes mauvaises émotions, il vomit une ancienne définition de la vie dont tu as besoin de te débarrasser. Tout est relié de cette façon-là, si tu veux. Donc en fait, voir les énergies et les manipuler avec mes mains, les appliquer sur mon corps ou quoi, c'est quelque chose, c'est une manière de se soigner soi-même, en fait. Donc ça, cette cérémonie-là était particulièrement importante pour moi et elle a changé mon rapport à l'ayahuasca derrière. Alors, une plante maîtresse, c'est une plante enseignante. C'est une plante qui a un esprit. Dans le chamanisme amazonien, l'esprit de la plante, on l'appelle sa mère. C'est son essence, en fait, si tu veux. C'est un esprit, une essence, c'est quelque chose qui possède un savoir particulier, comme une personnalité presque à ce stade, hein.
Les plantes maîtresses, c'est souvent aussi des plantes médicinales. Donc les plantes médicinales, c'est des plantes qui soignent en général. Elles sont capables de soigner principalement l'aspect physique. Certaines peuvent aussi soigner un petit peu le côté psychologique. Mais voilà, donc les plantes maîtresses, c'est souvent aussi des plantes médicinales, donc qui sont bonnes pour soigner des maladies plus basiques, on va dire. Mais leur particularité, voilà, c'est qu'elles ont un esprit, si tu veux. Donc il y a différentes sortes de diètes. La diète pour devenir chaman, c'est quelque chose d'extrêmement long. C'est quelque chose d'extrêmement long qui se déroule sur des années. Donc ça, c'est vraiment particulier aux chamans. Le but d'une diète pour devenir chaman, encore une fois, c'est de consommer donc les plantes maîtresses encore et encore afin de devenir ami avec elles et qu'elles te prêtent leur pouvoir afin de guérir les autres. La façon dont elles te prêtent leur pouvoir, en fait, elles le font à travers les chants. Les fameux Icaros, en fait, les fameux chants sacrés du chamanisme amazonien. L'essence d'une plante maîtresse, ça s'apparente en fait à une mélodie. Du coup, en fait, quand tu diètes une plante maîtresse en tant que chaman, la plante va t'apprendre sa chanson et c'est grâce à cette chanson en fait que tu vas pouvoir soigner les gens. Donc si tu as un patient par exemple qui a un problème particulier et que l'esprit de la plante maîtresse peut l'aider, tu vas chanter l'Icaros de la plante maîtresse afin de guérir cette personne. Parce qu'en fait, l'Icaros, le chant, c'est le véhicule en fait de l'essence de la plante. Donc en fait, pour soigner quelqu'un, tu dois mettre l'essence de la plante dans cette personne afin de la guérir. Et en fait, ça passe à travers les chants. Donc c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et donc on dit que plus un chaman a d'Icaros, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est particulier, hein. Il y a quelques Icaros qui peuvent effectivement se transmettre de maestro à disciple, plus ou moins, mais en fait, en général, c'est des chants originaux. C'est-à-dire que quand tu es dans la jungle, perdu tout seul, en contact étroit avec les plantes, parce que tu vois personne et que tu es vraiment connecté avec les plantes que tu diètes, en fait, elles vont t'apprendre une chanson particulière rien que pour toi. C'est leur chanson à elles, mais c'est pas les mêmes chansons pour chaque chaman, si tu veux. Donc, en fait, on dit que plus un chaman a de chants, plus il a de pouvoir. Parce qu'en fait, il a diété beaucoup de plantes maîtresses. Et donc, plus tu as diété de plantes maîtresses, plus tu possèdes d'énergie qui peuvent t'aider pour des problèmes différents. Tu vois, à soigner les gens, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est la diète d'initiation vraiment pour les gens qui veulent devenir chaman. Après, nous, en tant qu'occidentaux, on peut aussi s'engager dans des diètes. Les diètes, elles seront plus courtes. Ça dépend les plantes. Ça dépend les plantes et ça dépend ce que tu cherches. Tu peux chercher, par exemple, à te guérir. Là, on serait plus dans l'optique d'une thérapie, par exemple. Tu as besoin de te guérir d'un passé traumatique ou d'une addiction à une autre drogue, par exemple. Ça marche vraiment très, très bien. Il y a des plantes maîtresses qui sont vraiment excellentes pour te guérir de l'addiction. Donc ça, on est sur le côté thérapeutique. Après, il y a aussi des plantes qui peuvent tout simplement, tu peux les diéter parce qu'elles peuvent t'apprendre des choses et te donner plus du pouvoir, on va dire. Du pouvoir pour ton futur, de la force intérieure, des choses comme ça, d'accord? Donc, ça peut vraiment varier. Donc, si tu as besoin, par exemple, en général, un débutant qui a jamais diété de plantes, on va commencer par lui nettoyer le corps et lui nettoyer un peu l'âme et tout ça avec la rosacha, qui est vraiment très bonne, si tu veux, voilà, pour nettoyer, en fait, quoi. Pour nettoyer. Après, tu peux passer à d'autres plantes. Par exemple, moi, j'ai diété l'ayahuama. Là, on est plus sur une plante de pouvoir, par exemple, qui va te donner une espèce de... L'ayauma, c'est un arbre. Donc souvent, c'est connecté, c'est pareil en fait. La famille des arbres, c'est quelque chose qui... C'est la verticalité, c'est la droiture, si tu veux, c'est la force, l'indestructibilité, la connexion, tu vois ce que je veux dire, le côté vraiment bien rounded, tu vois, avec voilà les racines bien profondes, les branches qui tendent vers l'infini. Donc ça, c'est pareil. Les familles de plantes ou les plantes différentes, elles sont souvent liées à ça, si tu veux, en fait, selon leur aspect plus ou moins physique. En fait, elles ont des pouvoirs et, des qualités thérapeutiques qui sont liées à ça. Donc nous, en tant qu'occidentaux, on peut s'engager voilà dans des diètes comme ça qui apportent beaucoup. Donc en général, quand tu commences une diète, c'est pareil, tu poses une intention, l'intention générale pour ta diète, quoi, quelque chose que tu veux, voilà, que tu veux obtenir. Et dans ces cas-là, après, tu t'engages. Donc, encore une fois, pas de sucre, pas de sel, pas de sexe. Et le truc intéressant, c'est que dans ces cas-là, tu bois aussi l'ayahuasca et que dans ces cas-là, l'ayahuasca, elle va te permettre en fait de te connecter avec ta plante. Euh, Elle va comment te dire, les messages de ta plante maîtresse, elles vont souvent être véhiculées par les visions que l'ayahuasca va te donner en cérémonie. Donc en fait, si tu veux, c'est tout un espèce de, c'est complètement global et c'est complètement merveilleux en fait, si tu veux. Bon après, les messages de ta plante maîtresse, tu peux les recevoir aussi à travers des rêves, à travers des pensées, à travers
voilà, tu sais, je sais pas, dans ton corps, tout simplement dans la vie quotidienne, mais aussi du coup, grâce aux cérémonies d'ayahuasca qui servent en fait de, comment te dire? C'est comme une interface en fait entre ta plante maîtresse et toi et ça transite sur l'écran de ta conscience si tu veux. En fait, voilà, l'ayahuasca, elle traduit plus ou moins les messages de ta plante maîtresse via un langage visionnaire, tu vois? Donc c'est quelque chose de vraiment complet, de vraiment intéressant et moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'en fait, voilà, prendre de l'ayahuasca, c'est quelque chose de génial, évidemment. Mais le vrai boulot vraiment, c'est quand tu diètes une plante maîtresse. Ça vraiment, c'est quelque chose qui, waouh, waouh! Au niveau moi, je sais que là, les 3 derniers mois que j'ai fait en diétant la yaouma, il y a eu des changements dans ma vie que j'avais jamais pu atteindre et ça a été d'une clarté, d'une rapidité, d'une efficience que j'aurais même pas cru possible, en fait, quoi. Ça m'a vraiment là, pour le coup, là, je peux dire que ça m'a transformée. Après, encore une fois, on parle sur du long terme, on parle pas juste de boire, un verre d'ayaouma comme ça vite fait et «Oh mon Dieu, ça y est, j'ai changé». Non, 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 ça a été long. Il y a eu différentes phases que je peux vraiment identifier dans ma diète et là, par contre, on parle d'un changement vraiment qui waouh, qui est incorporé à ta vie d'une façon, indéracinable à mon avis. Moi, ce que je cherchais donc, c'était vraiment de la droiture, de la rectitude, une espèce de volonté de samouraï, en fait, si tu veux. Comme beaucoup de gens, parfois je me désespère, parfois je suis un peu flippée au sujet du futur, je fais un pas en avant, deux pas en arrière, tu vois ce que je veux dire? J'avais envie de devenir une vraie guerrière, d'avoir une espèce de force rayonnante à l'intérieur de moi qui, tu vois, qui me permettrait de, putain, de briser tous les murs, quoi, on y va, tu sais quoi, on y va, je crois en moi, je crois en, tu vois ce que je veux dire? Je crois en moi, je crois en la vie, tout simplement, j'ai une force intérieure, tu vois, une espèce de, comme un samouraï, tu vois, droit, 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 la rectitude, un truc d'art martial, tu vois ce que je veux dire? C'était ça que je cherchais. Il se trouve qu'effectivement, la yaouma, je ne le savais pas à l'époque, mais la yaouma, en fait, c'est une plante de pouvoir. C'est une plante, si tu veux, pour une première diète, c'est pas possible. Elle est trop puissante et en plus, c'est une plante, si tu veux, qui a un monde obscur assez profond. Les plantes, encore une fois, souvent, elles sont ambivalentes. Il y en a qui sont que lumière, il y en a qui sont que darkness, si tu veux, et il y en a qui sont entre les deux. Encore une fois, c'est une question d'énergie. Elles ont les deux, si tu veux. Tu peux te servir de la yaouma pour la sorcellerie, par exemple. Elle a un grand monde obscur. Et pour les gens qui n'ont pas une âme complètement clean, on va dire, elle peut être dangereuse. Elle peut t'apprendre à faire le mal, plus ou moins, si tu veux. Donc, on la préconise pas à tout le monde. Après, moi, il se trouve que bon, bah, je suis quelqu'un maintenant qui a un peu de level, on va dire, et bon, je suis fondamentalement pure, ça y a pas de problème, j'ai pas du tout envie de faire le mal. Donc, il se trouve que voilà. Puis de toute façon, c'est elle qui m'a appelée, on s'est reconnus, et voilà quoi. Donc en fait, concrètement, comment ça se déroule? Déjà, pour la diète de la yaouma, il se trouve que c'est un arbre en fait qui a des gros fruits. C'est un arbre qui a des gros fruits et avec ces fruits en fait à l'intérieur il y a une chair avec laquelle tu peux te laver en fait. C'est ce que je disais en fait au niveau de, il y a différentes façons en fait d'ingérer ou d'incorporer la plante que tu es en train de diéter. La yaouma, c'est intéressant à ce niveau parce que déjà donc tu peux te baigner avec le fruit, donc c'est encore une fois ça te nettoie les énergies, c'est une manière, si tu veux, de te mettre en contact avec ta plante. Et tu peux l'incorporer de différentes façons, en fait. Tu peux prendre, comment te dire, à la machette, tu sais, tu attaques l'écorce de l'arbre et cette écorce, tu vas la faire bouillir en décoction. Et donc, chaque soir, tu bois un verre de cette décoction. Après, tu peux aussi consommer le fruit de la yaouma. Tu le filtres en fait. C'est un fruit qui est assez humide si tu veux. Donc en fait, tu le mets dans un linge, tu le presses si tu veux. Ça fait un espèce de jus que tu peux boire aussi. Donc ça, c'est différentes façons voilà, différentes façons d'incorporer ta plante. Donc en fait, voilà, quand t'ouvres ta diète, donc c'est le chaman si tu veux qui te donne ton premier verre, qui va souffler de la fumée de mapacho dessus et tout ça si tu veux pour le protéger, pour lui véhiculer une intention, une énergie, tout ça. Donc toi, tu bois ton premier verre. Et la plupart des plantes, souvent, ça se prend comme ça, hein. Plus ou moins un verre de quelque chose, que ce soit les feuilles qu'on macérées ou quelque chose. Enfin bon, bref, ça se prend souvent comme ça. Et donc, en fait, tu vas la consommer de cette manière. Après, ça dépend de la posologie, encore une fois. Mais voilà, la yaouma, c'est un verre tous les soirs. Au début, je pensais m'engager pour une diète de 10 jours. Euh, mais finalement, en fait, j'ai reçu le message que ça devait être pour un mois, en fait. Donc voilà, je me suis engagée pour un mois. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc tu la consommes tous les soirs. Et après, moi, je dirais que c'est, voilà, en étant isolé avec toi-même, si tu veux,
en regardant tes rêves durant les cérémonies, en regardant, voilà, toi, comment ça évolue à l'intérieur de toi. C'est comme ça que ça marche. Il s'est passé des choses merveilleuses en cérémonie. J'ai vu mon esprit devenir une espèce de ligne droite, comme si mon intention, si tu veux, mon intention, elle était, tu vois, comme une cible à l'intérieur de moi, et que mon intention, en fait, elle se transformait en flèche qui vise la cible d'une façon droite. Je sais que dit comme ça paraît pas absolument faramineux, mais en fait, encore une fois, en cérémonie d'ayahuasca, c'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu vis. Et quand tu vois, en fait, ton intention, quelque chose qui compte le plus au monde à tes yeux, en fait, devenir quelque chose comme une flèche qui fonce absolument droit dans une cible sans aucune déviation, il se trouve que ça a complètement changé ma personnalité aussi, la manière dont je me définis moi-même, la manière dont j'envisage l'avenir, une espèce de force, si tu veux, intérieure, une droiture. C'est pareil, marre des rondes jambes, marre de, tu vois, marre d'essayer de moyenner, marre d'essayer de plaire à tout le monde, tu vois ce que je veux dire, droit dans tes bottes. Une espèce de volonté tankée, tu vois ce que je veux dire, une espèce de fortification de ton identité. Dire ça désormais, voilà, ça c'est moi. Et ça, tout ce qui n'est pas moi autour de moi, c'est terminé. Je ne veux plus nourrir ce genre de choses de ma vie. Donc il s'agit effectivement de se débarrasser d'anciens schémas, si tu veux, et d'en incorporer des nouveaux, une nouvelle définition de toi-même. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sans compter que vraiment à la fin, mon esprit il avait atteint une sorte de silence intérieur que j'avais jamais connu. Normalement, je suis quelqu'un qui pense énormément quand même, qui a un esprit analytique assez fort, un mental assez fort. Et vers la fin, j'ai connu une espèce de putain de calme et de bien-être intérieur parce que t'es juste en paix avec toi-même, t'es juste à l'aise avec qui t'es, quoi. Et je dirais même qu'à la fin, je suis tombée amoureuse de moi-même. Je suis tombée amoureuse de ma propre vie. C'est pas juste que je l'aime et que je l'aime bien et que c'est cool. Je suis carrément tombée amoureuse de ma propre vie. Et ça, c'est un sentiment qui est complètement énorme et qui change absolument au cours d'un destin, j'en suis persuadée. Zoé va avoir un autre moyen d'extérioriser les expériences qu'elle vit avec les plantes maîtresses. Elle écrit une série de livres, une saga d'aventure, appelée Borderline. Elle va incorporer dans ses romans les expériences qu'elle a vécues dans la jungle. Donc moi, j'ai commencé à écrire ça quand j'étais très jeune. Je pense qu'à la base, c'était une espèce de cri de rage, en fait, si tu veux. Comme beaucoup d'adolescents, particulièrement des adolescents qui sont pas spécialement heureux dans leur vie et qui sentent qu'il y a quelque chose qui déconne, quoi. Il y a quelque chose qui déconne dans la vision de la vie qu'on leur vend, quoi. C'était une manière d'explorer, en fait. Écrire, ça a toujours été une manière pour moi d'explorer mes idées, même en faisant mes études de philo pour vraiment incorporer ce que j'étais en train d'apprendre. J'intégrais les enseignements de la philo directement à l'intérieur de mon livre et je les retravaillais, en fait. Il y avait une idée, par exemple, qui me tiltait chez Nietzsche. Je l'écrivais, cette idée. Enfin, la phrase de Nietzsche, je l'écrivais, et après, je l'intégrais directement à ce que j'étais, à mon roman, quoi, pour vraiment l'incorporer, si tu veux. Et ça a été ma manière à moi, vraiment, d'incorporer le savoir et d'incorporer mes expériences aussi. Après, c'est pareil, il y a certaines expériences vers lesquelles je me suis dirigée spécialement pour pouvoir ensuite écrire dessus, quoi. Notamment l'héroïne, je pense que c'est quelque chose qui me fascinait parce que voilà, j'avais décidé que mon personnage était un junkie et je voulais savoir de quoi je parlais. Et donc, je me suis plus ou moins dirigée là-dedans pour être capable après d'en parler, quoi. Pour l'ayahuasca, en l'occurrence, ça m'est tombé dessus, ça a été l'inverse, c'est l'ayahuasca qui m'est tombé dessus et après, du coup, je l'ai intégré dans mon livre. Et là, c'est pareil, les trois derniers mois que j'ai passés dans la jungle, l'ayahuasca, elle m'a donné un matériel absolument stupéfiant. Des idées que j'aurais jamais eues sans elle, quoi, en fait. Et ça donne une richesse complètement folle à un ouvrage, je trouve. Après ce nouveau périple en Amérique latine, Zoé est de nouveau rentrée en France. Mais ses aventures ne sont pas terminées. Elle compte bien continuer ses voyages, qu'ils soient géographiques ou dans les tréfonds de la psyché humaine. Je pense que c'est quelque chose de terriblement important qu'on a complètement laissé de côté. Qu'on a complètement laissé de côté dans la société d'une manière générale il y a très longtemps. Et que, à vrai dire, c'est la seule chose à laquelle c'est quelque chose qui est complètement essentiel. Je vois un niveau de désespoir, un niveau de malheur dans l'humanité qui est absolument désastreux. La seule chose en fait qui peut vraiment nous. Moi, je vois la manière dont ça a changé ma vie en fait. À quel point à quel point je me sens bien avec moi-même, à quel point je me sens bien envers le monde, à quel point la peur, elle a vraiment disparu de ma vie. Je pense que tout ça, c'est grâce en fait on ignore en fait ce qu'elle est la conscience. On l'utilise d'une manière complètement utilitaire, complètement déconnectée en fait.
Et je pense que c'est la raison pour laquelle, l'humanité, elle est vraiment en désespoir et qu'elle fait aussi n'importe quoi au sujet de l'environnement, par exemple. Elle est Parce qu'on est complètement déconnecté en fait. Et je trouve que redécouvrir la réalité de notre conscience, en fait, ce qu'elle est véritablement, c'est c'est miraculeux, en fait. C'est ça dont on a besoin pour être heureux, c'est ça dont on a besoin pour comprendre qu'on n'est pas des pauvres cons isolés les uns avec tu vois? Qu'on n'est pas des pauvres cons isolés sur une planète en train de crever, en fait, quoi. On fait partie de quelque chose d'immense, en fait, quelque chose d'immense et de magnifique, et il tient qu'à nous, en fait. Il tient vraiment qu'à nous d'arrêter avec, le mental et l'ego, d'arrêter avec les petits trucs mesquins et d'utiliser notre conscience d'une manière complètement différente, déjà pour être plus heureux, nous, personnellement. Arrêter d'être dans la peur, arrêter d'être dans la compétition, arrêter d'être là-dedans, en fait. Et c'est pareil, se dédier vraiment beaucoup plus corps et âme à ce qui brûle à l'intérieur de nous. Arrêter justement, c'est la peur qui nous fait dire: «Bon, bah, il faut que je fasse ce métier pourri, comme ça je vais avoir des sous et puis comme ça gna gna gna». Arrêter avec ces petits calculs, si ça rendait les gens heureux, putain, on le saurait, quoi. La consommation effrénée, c'est pareil, mais on sait très bien que ça rend pas heureux. On court derrière un truc qui fait que de se reculer davantage, alors qu'en fait le truc, il est à l'intérieur de nous. Simplement, c'est un droit qui nous a été enlevé. C'est un droit qui nous a été enlevé, ça, le droit à la transe, qui est quelque chose qui existe depuis la putain de préhistoire. Parce que l'être humain a besoin de transcendance et c'est ce qu'il cherche à travers l'art, justement. C'est ce qu'il cherche à travers l'art, c'est ce qu'il cherche à travers la philo. Il a besoin d'être transcendé. Il a besoin de sentir des émotions qui le débordent pour lui faire comprendre, en fait, qu'il est quelque chose de plus grand que juste un pauvre corps et un pauvre ego, à l'intérieur d'une boîte crânienne, en fait, si tu veux, quoi. Et pour moi, aller dans l'expérience des psychédéliques, en fait, c'est waouh, redécouvrir, en fait, ce qu'elle est vraiment notre conscience. Et redécouvrir le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. On n'est pas des victimes, d'un système plus gros que nous, c'est en fait, si tu vois ce que je veux dire? La liberté, elle est intérieure. C'est à nous d'aller la chercher. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. C'est quelque chose que je partage à travers mes livres, à travers mon blog. Il est question d'une putain de révolution, les mecs, et voilà, faut qu'on se réveille et la clé, elle est à l'intérieur de nous. Elle est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous. Et voilà pour le témoignage de Zoé Ababou, merci à elle. Si vous êtes intéressé par la série de livres qu'elle a écrits, vous pouvez trouver les liens sur son blog qui s'appelle lecoindesdesperados.com, lecoindesdesperados.com. Dans le prochain épisode, nouveau témoignage qui va nous permettre de nous poser une nouvelle question. La guerre à la drogue est-elle une guerre raciale ? D'ici là, portez-vous bien.